suis très ému parce qu'il y a 27 ans, j'ai joué dans ce théâtre. Voilà, une pièce qui a vu des Molières il y a longtemps. J'étais jeune comédien à l'époque. Maintenant, on devient comédien jeune et ensuite on devient comédien, après comédien vieux et vieux comédien. Donc j'ai encore un peu de temps. Voilà, où je suis très ému là. Voilà, je suis très content d'être là. Donc je m'appelle Boris Rélinger, donc je suis comédien et j'ai la chance aussi de faire du doublage. Voilà, depuis 27 ans à peu près. Voilà, j'ai la chance de suivre des acteurs comme Colin Farrell, Jason Statham, Jason Statham, le chapeauté dans Shrek, enfin des choses comme ça, Rumpelstiltskin dans Once Upon a Time, enfin puis d'autres choses. Et merci à vous parce que si les gens ne sont pas dingues, ne sont pas voxophiles, comme ça qu'on appelle, c'est le nom donné aux passionnés de la voix, nous on n'existe pas. Voilà. Puis quelques jeux vidéo aussi, donc voilà, comme Commandant Shepard dans Mass Effect, McCree dans Overwatch, je crois. Mais j'enregistre les jeux, mais je vois pas les images. Donc, et comme je joue pas, généralement, je sais pas du tout à quoi ça correspond. Voilà. Puis voilà. Donc voilà. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a une question ou je me lance? Ah ben voilà. Du coup. Tiens. Sinon, je parle fort. Voilà, parce que sinon, je sais pas si ça va être. Mais tu sais quoi? Oui. Je vais aller moins vers eux. Comme ça, c'est plus facile. Voilà, je suis tout seul maintenant. Mais tu fais ça très bien, je trouve. Voilà. Merci beaucoup. En fait, je voulais savoir quel a été ton meilleur doublage et le contraire également si on te proposait un projet que tu as fait et qu'aujourd'hui tu refuserais. Alors, le doublage le plus dingue que j'ai fait, je pense que ça arrive une fois dans sa vie, c'est Joaquin Phoenix dans le Joker. Voilà, et j'ai eu la chance de tout faire. Donc il n'y a rien d'original. Dans la version française, tous les rires, le moindre pleur, ou même les petites chansons en anglais, j'ai tout fait. Et c'est vrai que ça a été un truc assez génial. Bon, le génie, c'est Joaquin Phoenix qui crée le personnage. Et en fait, moi, la façon dont j'ai vécu le doublage, c'est il invente un parc d'attractions avec plein de manèges. Et il n'est pas là, mais c'est comme s'il me disait, tiens, voilà les clés. Et je suis monté dans tous les manèges. Voilà, c'est exactement ça. C'était assez génial. Sinon, si des personnages comme le chapeauté ou King Julian dans Madagascar, ça c'est des personnages. Mais en fait, il n'y a pas de doublage qu'on n'aime pas faire, hein, parce que la plupart du temps, on ne sait pas ce qu'on va doubler. On vous appelle, on dit tiens, j'ai pensé à toi pour un rôle. Et sauf les gros films, on a la possibilité de voir le film avant. Par exemple, le Joker, je l'ai vu une fois, 2 fois, enfin je l'ai vu 3 fois, parce qu'à chaque fois je me suis fait avoir. Et je me dis, on regarde un film quand on sait qu'on va le doubler, c'est pas comme si on était au cinéma. On est attentif, on regarde ce qui se passe. Surtout qu'en plus la copie, comme toutes les grandes productions, ont peur du piratage. Donc il y a le timecode écrit en gros qui défile. Dès que le personnage n'est plus dans le film, c'est flou. C'est flou, il y a là une grande barre verte qui toutes les secondes passe comme ça. Donc c'est vrai qu'autant d'éléments visuels qui peuvent vous faire sortir d'un film. Donc la première fois que je vois le film, je suis là, je suis concentré 10 minutes, et tout d'un coup je vois fin. Mot fin, je fais oh merde, je me suis fait avoir. Donc avant de le redoubler, j'ai redemandé à le revoir. 15 minutes, fin. Je fais oh. Je dis bon allez c'est bon. Et puis après on l'a fait quoi. Voilà. Non mais ce qui est très drôle, c'est que tout d'un coup on passe de ça, et puis le lundi on fait les feux de l'amour quoi. Voilà, et feu l'amour, très difficile à faire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de situations de jeu. Donc quand il n'y a pas beaucoup de situations de jeu, d'être assez naturel et d'être quand même là pour le faire, c'est compliqué. Parfois le texte, les auteurs font tout ce qu'ils peuvent, mais c'est des scènes qui se répètent tout le temps. Donc des fois on change le texte à vue. Mais à chaque fois on passe un bon moment, et puis moi je me lève le matin, je dis je vais jouer. Alors évidemment, il y a des choses formidables comme ça, comme la version longue d'Apocalypse Now aussi, que j'ai fait maintenant il y a très longtemps. Mais non, le bonheur, c'est d'être sur une scène, d'être derrière une caméra ou derrière un micro. Après,
C'est le même moteur, en fait. Qu'on te fasse une voix de pub, un documentaire, on y va avec la même... Enfin, moi, j'y vais avec la même envie, le même désir. Je suis toujours émerveillé quand on m'appelle au bout de, je sais pas, de 25 ans. On me dit, tiens, est-ce que tu es libre? Et tu fais, ah oui, oui, je suis libre. Voilà. Donc j'ai pas de... Non, il n'y a aucun doublage que... Non. Non, puis même si, à la limite, c'est pas très intéressant, enfin, le film en lui-même n'est pas très intéressant, mais on est toujours, généralement, on commence à tous un peu se connaître, donc on est des copains, donc généralement, le directeur ou la directrice de plateau, on se connaît depuis longtemps. Donc en fait, on se retrouve, donc humainement, déjà, on a sa came, quoi. Donc on sait qu'on va passer un beau moment. Ça peut être difficile, compliqué, parce qu'on répète plusieurs fois, et puis des fois, on n'y arrive pas, on s'énerve, mais le bout du jeu, non, il n'y en a aucun, quoi. Voilà, si j'ai répondu. Voilà, alors bonjour. Moi, bonjour. J'avais une question justement par rapport aux jeux vidéo. Du coup, est-ce que c'est plus compliqué que des films et des séries vu qu'il n'y a pas l'image, ou est-ce que ça dépend surtout des dialogues, plutôt des dialogues? Alors, donc, en doublage, donc, on a l'image et il y a la bande rythmo. Donc, il y a tout un travail en amont qui est fait par des détecteurs où ils détectent quasiment image par image, notamment les labiales, les P, B, M, les demi-labiales, les V et les F, dans la langue originale. Et après, il y a un auteur, l'auteur reçoit le texte en langue originale et doit faire une traduction, mais une adaptation pour que le maximum des labiales originales correspondent avec celles du français. C'est ce qui fait qu'un texte va être synchrone. Après, évidemment, si on fait l'auteur qui fait Peaky Blinders, il va falloir trouver une forme avec un argot ou des choses comme ça. C'est pas du tout la même traduction, la même adaptation que si on double Versailles, où on parle sans faire d'élision, on parle très très bien. Voilà, donc c'est ça. Et nous après, on arrive, on est la cinquième roue moi j'appelle ça la cinquième roue du carrosse, parce qu'il y a tout ce travail qui est fait en amont. Il faut avoir un très bon ingé son qui vous suit. Évidemment, si vous êtes en train de hurler parce que votre personnage est très très loin, et voilà, donc il vous suit. Et puis il y a le directeur ou la directrice de plateau qui, elle ou lui, a vu tout le film, comme un metteur en scène qui vous dit non, parce qu'on double un peu la fin, mais il va se passer ça avant, donc tu ne peux pas le jouer comme ça. Voilà, il faut que tu penses à ça quand tu vas le faire. Donc là, on a l'image. Donc on a déjà le jeu qui nous est imposé par les acteurs étrangers qui, eux, ont fait le travail sur le personnage. Voilà. Le jeu vidéo, bon, maintenant, s'il y a des séquences qui sont un peu quasiment comme des films de cinéma, donc là, c'est plus simple. Il y a un système de bande rythmo aussi, comme ça. Mais sinon, on a juste l'onde sonore sur un écran. On a juste l'onde sonore. En dessous, il y a le texte. Et il y a une barre rouge qui passe comme ça. Et après, quand c'est à nous, il faut absolument jouer, mais juste en suivant la forme d'onde. On a l'original, des fois on l'écoute avant, souvent. Des fois, quand ça ne correspond pas en français, on ne l'écoute pas. On l'écoute pas parce qu'on perd du temps. Et puis des fois, en original, par exemple, le commandant Shepard dans Mass Effect, le comédien américain, autant la comédienne américaine qui fait la commandant Shepard, elle est formidable, autant le comédien, il n'est pas terrible. Il est pas terrible. Et comme il joue tout pareil, bonjour, je suis le commandant Shepard du Normandie, tu vois, il s'énerve jamais, toujours maître de lui, donc là on n'écoutait pas. Si on avait un doute, on écoutait. Mais c'est vrai que là, tu as une forme d'onde, tu enregistres tout seul, et tu n'as pas l'image. Parce que généralement, le jeu est en cours de création, donc il y a tous ces artistes énormes, ces graphistes qui vont faire les images après. Donc on joue un peu dans le vide. Mais pareil, il y a un directeur artistique qui, lui, a lu le scénar. Généralement, c'est des geeks, c'est des malades, c'est des dingues. Hein. Ils connaissent tout. Voilà, moi, je connais rien. Donc, il y a trop de boutons sur les trucs de jeu maintenant, j'y arrive pas. Moi, je suis perdu. Et donc, ils te disent aussi, voilà, il s'est passé ça, mais je parle à qui? Et on n'a pas les répliques. Donc, on ne sait pas, dit, mais pourquoi je dis ça? Pourquoi le personnage dit ça? Dit, ah oui, parce qu'il se passe ça. Ah, d'accord. Donc, c'est pas du tout... C'est un peu plus... pas frustrant, mais je trouve ça plus compliqué de se mettre dans... Parce que là, en fait, on a juste un support vocal. Généralement, on a un dessin du personnage. Il n'y a pas d'image. Après, toutes les images, c'est les joueurs qui vont la voir lorsqu'ils vont choisir les options. Alors, en revanche, nous, ce qu'on sait, c'est quand on a terminé, c'est qu'on connaît toutes les options.
Donc si jamais vous n'êtes pas gentil, on peut vous divulgacher mais toutes les solutions d'un jeu. Voilà. Et donc il n'y a plus de surprise. Non, on ne le fait pas, bien sûr. Voilà. Donc voilà, c'est ça la différence. C'est ça la différence. Puis c'est plus fatigant. Parce que c'est tout le temps. Quand on a la chance de faire un personnage principal, c'est des séances de 4 heures. Et on est concentré vraiment sur cette barre, comme ça, avec tous les... Et des fois, il faut que ce soit vraiment, que ça tienne, mais vraiment dans le laps de temps, mais même pas la demi-seconde, quoi. On doit faire tenir la réplique dans la forme d'onde. Parce que sinon, dans le jeu, après, ça va déborder, ça va pas aller. En français, il y a 30% de plus de texte qu'en anglais, par exemple. Donc, voilà, donc des fois, on est obligé de parler beaucoup plus vite. Voilà, mais c'est très sympa, quoi. Voilà. Ça a répondu à ta question, du coup? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a une autre question ou... Oui. Ah, c'est loin. Ah, Allez, je vole. ouais. Eh ben. Bonjour. Bonjour. Oula, ça. Ah oui, ça tabasse, hein. Oui. Je voulais poser une question que j'ai eu l'occasion de poser à beaucoup de comédiens, comédiennes de plein de comment je pourrais dire, qui ont chacun leur spécialité, on va dire. Et je voulais savoir comment vous gérez les moments où c'est difficile, mais demain, il faut enregistrer et vous n'avez pas le choix, il faut vous présenter au studio. Comment vous gérez ça quand c'est difficile dans votre vie privée ou peu importe, dans votre entourage, où il y a quelque chose qui ne va pas et que vous devez vraiment aller travailler, quoi. Vous n'avez pas le choix. Voilà, c'était juste tout simplement. Alors, il y a déjà une chose qui est très étonnante, c'est que aussi bien que l'on... par exemple, on se blesse. Moi, ça m'est arrivé au Festival d'Avignon, je jouais une pièce de Shakespeare, il y avait un duel à l'épée et je me suis tordu la cheville. Pas sur scène, mais en dehors. Et donc j'étais avec des cannes. Comme j'ai eu la chance de me tordre la cheville pas mal de fois avant, donc les cannes anglaises, je savais bien, et j'ai fait le duel à l'épée sur une patte avec... En fait, dès qu'on monte sur scène, on n'est plus malade. On pense plus à rien. On pense plus à rien. On est dans un autre substrat. C'est un peu, je sais pas si vous vous souvenez, quand on était invité à un goûter d'anniversaire, quand on était gamin. Tout d'un coup, dans le jardin, on dit « Ah ben l'arbre, là, ça va être le château fort, machin. Il y a la princesse, ou alors c'est la méchante sorcière, lui, c'est le sorcier, ou le gendarme, le voleur. » On se distribue les rôles, on se fait un scénario. Et puis à un moment, on dit « On joue, quoi. » Et donc, quand tu te fais courser, si t'es le voleur, bah, tu sais que c'est pour du faux, mais t'as quand même un peu les fouets, quoi. Enfin, tu fouettes un peu. Mais c'est pour du faux, mais c'est comme si c'était vrai. Et tout d'un coup, le temps passe tellement vite qu'à un moment, Boris, ta maman là est venue te rechercher. Je fais quoi déjà? Alors que ça fait 4 heures qu'on joue. Donc le rapport au temps ou au monde extérieur, dès qu'on est là, on est ailleurs. Derrière un micro, on est ailleurs. Et puis de toute façon, on n'a pas le choix. Parce que moi, je n'ai jamais vu un comédien avoir un arrêt de travail. Moi, j'ai des copains qui ont joué avec des gastros, quoi. Sur scène, c'était un truc de fou, qui avait des intoxications alimentaires. Ils sortaient, il y avait une bassine, ils dégueulaient, ils rentraient, mais personne n'a rien vu. La chose la plus extraordinaire que j'ai vue, c'est Jean-Paul Belmondo. Quand je suis arrivé à Paris, j'étais ouvreur dans un des plus grands théâtres à l'italienne de Paris, qui s'appelle le Théâtre de Paris, et il jouait Tailleur pour Dames de Feydeau. Et dans une pièce drôle, tu vois, une pièce de comédie, tout ça. Et moi, j'étais ouvreur, et des fois, on reste de garde pour fermer la salle, pour voir si les gens n'ont pas oublié quelque chose. Et il a joué un samedi soir, formidable. Moi, j'ai vu la pièce 25 fois, du coup, donc j'ai pris vraiment une masterclass, quoi. Et dans cette fameuse nuit du samedi au dimanche, il a perdu sa fille qui est morte brûlée dans son appartement. Et le lendemain, il joue à 15h. Une pièce drôle. Et j'étais de garde, donc j'ai vu la pièce. Évidemment, le théâtre était plein. De toute façon, Belmondo, c'est plein, de toute façon. Enfin, c'était plein. Mais ça a été certainement la meilleure représentation que j'ai vue sur les 25 que j'ai vues. Il a été dingue, mais extraordinaire. Il est venu saluer une fois, alors qu'il y avait 15 rappels, il est juste venu saluer juste une fois. Et c'est le seul soir où il n'a pas proposé un pot dans sa loge aux ouvreurs, parce que tous les dimanches, il faisait apéro dans sa grande loge, et c'est la seule fois où il ne l'a pas faite. T'as pas le choix. Comme dit Queen, show must go on, quoi.
Je veux dire, à la limite, la personne qui a payé sa place, qui a envie de venir me voir, elle n'a pas à savoir si j'ai divorcé, si j'ai perdu ma grand-mère. Moi, j'ai joué j'ai enterré ma grand-mère, je jouais le soir. Voilà, c'est une passion, c'est un sacerdoce, et puis c'est le respect qu'on doit aux gens qui viennent. Voilà, c'est comme ça. En fait, on ne se pose pas la question. Justement, au contraire, quand on est là, tout d'un coup, le cerveau fonctionne d'une autre façon, et on oublie quelque part. Justement, c'est une respiration, là, Moi, c'est le seul endroit où je me sens bien dans ma vie, c'est derrière un micro, derrière une caméra, sur scène. Sinon, je pense. Mon cerveau, il n'arrête pas tout le temps. Et là, ici, ça se calme. Il fonctionne d'une autre façon. C'est comme quand tu fais un marathon. Les gens qui font des marathons, moi, je ne fais pas, mais tous les copains, à un moment, ton cerveau se met dans un autre mode de fonctionnement. Il y a il y a une espèce d'apesanteur. On est ailleurs. Et quand on ressort, on reprend son sac à dos, quoi. Voilà. Mais on ne l'amène pas sur scène. Non. On ne fait pas ça. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. C'était bon pour toi? Voilà, ouais. Ici, j'ai cru avant, quand j'ai dit est-ce qu'il y a encore des questions, il me semble que, Laurence, tu as fait un signe de la tête oui. Tu veux poser une question? Julie? Ah oui, je vous vois bien depuis la scène quand même. Bon, ça fait depuis hier que j'ai envie que tu fasses le chapeauté. Je sais, on doit te le demander très souvent. Mais il n'y a pas de problème, j'attends. Ok. Voilà, je suis très content d'être ici et c'est vraiment, j'adore les publics suisses parce qu'il est toujours à l'heure, c'est pas comme les Français. Et puis il est très enthousiaste, des fois pas comme les Français non plus. Ça va les chatons? Ça va les chatons? Non, ok. Wow, super, miaou. Voilà, olé. Merci beaucoup. Je t'en prie. Pardon. Moi aussi, ça fait depuis hier qu'on s'est rencontrés et j'ai qu'une envie en fait, c'est que tu répondes à la prochaine question s'il y en a une, mais avec la voix de Rumpelstiltskin, si c'est possible. Peut-être faire toute la réponse. Ah ouais, volontiers. Est-ce que quelqu'un a une question? Voilà. Comme ça, toi, je te permets de ne pas devoir inventer un texte. Tu dois juste répondre. Ouais. C'est plus facile, non? Je suis sympa. Ouais, c'est sympa. Ouais. Les amis coûtent cher, comme disait Oscar Wilde. Voilà. Bonjour. Je m'excuse, j'étais en retard, donc j'ai pas vu le début de votre intervention. Pardon. Tant pis. Je vais peut-être poser une question qui a déjà été posée. Non, je vous en prie. Le métier de comédien est difficile, on le sait tous. Mm-hmm. C'est encore plus difficile depuis 18 mois. Qu'est-ce qui vous motive à cette voie-là? Parce que franchement, il y en a tellement qui doivent abandonner en route parce que, oui, c'est très bien les feux de la rampe, mais c'est difficile. Parce que le théâtre a un prix. Non, faire toute une interview comme ça, c'est compliqué, surtout pour un sujet aussi sérieux. Tu es obligé de faire les yeux pour faire Rampel. Parce que si tu n'as pas les yeux, la voix, elle ne sort pas. Tu comprends? Non. Donc, oui, le théâtre a un prix. Mais alors oui, donc moi j'ai beaucoup d'amis qui qui ne font que du théâtre. Et eux, ça a été terrible, quoi. Parce que pendant 1 an et demi, ils n'ont pas joué. Nous, en revanche, dans les studios, avec mon ami Laurence, qui fera une conférence cet après-midi à 17h, voilà, elle vient de partir. Je vais lui dire, vous dites, ça ne te plaît pas ce que je raconte? Elle est partie. Voilà, donc les studios, pendant le premier confinement, tout était fermé pour tout le monde, de toute façon. Enfin, en France, je ne sais pas, je crois qu'ici, vous n'avez pas eu trop de confinement très dur ici. Nous, on l'a eu. Oui, à force de fermer tous les lits d'hôpitaux pour économiser des bouts de chandelle, forcément, ça coûte cher. Et on le paye cher. Donc, dans les studios, en fait, il n'y a pas de public. Donc, les studios ont rouvert après le premier confinement. Et on s'enregistrait tout seul. Donc, il y avait un ingé son, il y avait un ou une directrice de plateau, masqué, avec des trucs en plexiglas. Et nous, on était là, alors du gel partout. Quasiment le même protocole sanitaire que dans un hôpital, quoi. Donc, on a pu enregistrer, mais on jouait tout seul. Voilà, donc, puis quand on a un petit peu l'habitude, on s'imagine quelle va être la réponse, ce que va nous donner l'autre comédien. Généralement, comme on se connaît tous, on dit « Ah, bah tiens, qui double ?»
le personnage auquel je parle. On dit ah c'est Jérôme Powell, ah c'est Alexis Victor, ah c'est l'Aventura, Elisabeth Ventura. Donc comme on se connaît bien, on a la voix des copains en fait, et avec ce qui va se passer en original, tout d'un coup on a la voix des amis qui sont des potes qui vont répondre. Si jamais, et des fois on connaît pas tout le monde, mais bon, on s'imagine la façon dont l'autre va répondre dans notre petit studio intérieur et dans notre petit cinéma intérieur. Donc nous, en fait, on a pu retravailler assez vite. On a eu quand même une baisse parce qu'aux États-Unis, ça s'est arrêté aussi, dans le monde entier. Donc à un moment, il y avait plus il y avait moins de choses à doubler, donc on a senti aussi un petit peu. Mais on a une chance folle, c'est qu'en fait, on s'est presque jamais arrêté. Jamais arrêté. Bon, ceux qui jouent au théâtre, hein, parce que moi je joue au théâtre aussi, bon, ça fait quand même assez longtemps que j'ai pas joué maintenant, mais on arrive, on fait du doublage entre les représentations, les jours de tournage, donc en fait on a un peu plusieurs cordes à notre arc. Il y en a aussi qui font beaucoup de voix de documentaire, des voix de pub, donc ça a pu fonctionner. Ben, ma femme, elle a eu la présence d'esprit de commander un micro professionnel, Rode, qu'on branche sur un ordinateur. Et notre placard est devenu un studio, quoi. Donc, on a mis le rideau derrière la tringle, on a mis des manteaux divers sur les côtés, on a mis 2 bouts de bois, on a mis une housse de couette pour que le son soit mat. Parce que ici, par exemple, le son résonne. Le son résonne. Dehors, le son ne résonne pas s'il n'y a pas de mur pour envoyer le son. Donc, pour travailler un son, après le mixeur qui va travailler le son, il faut qu'il ait un son neutre, donc mat. Voilà, donc c'est pour ça qu'on se met dans une cabane, mais c'était une cabane au fond, c'était une cabane d'enfants, quoi. On a fait ça avec des draps et tout. Donc ça a permis, pendant le confinement, j'ai pu continuer à faire 2-3 voix de publicité que je fais depuis longtemps. Voilà, mais sinon, non, rien, quoi. Rien. Et là, les copains qui jouent au théâtre, puis même en tant que spectateur, moi je vais beaucoup les voir, et tout d'un coup, on retourne dans une salle, c'est plein, les gens applaudissent, on se dit, mais comment Ah oui, c'est vrai, c'est comme ça, on avait un peu oublié aussi. C'était Grégor d'être ensemble, parce que le spectacle vivant, il y a quelque chose de magique qui se passe. C'est qu'il y a une énergie qui passe entre les gens, et les gens décident de venir dans une salle, et ils sont d'accord pour qu'on leur mente. Parce qu'on leur ment sur une scène de théâtre. Quand on tue quelqu'un, Richard III, quand il tue tout le monde, la convention, on vient pour le voir tuer des gens, mais c'est pour du faux. Mais donc il y a quelque chose d'inconscient qui s'établit. Et ça a manqué beaucoup, comme les concerts, par exemple. Moi, je vais beaucoup voir de concerts. Voilà, et c'est vrai que moi, ça m'a manqué. Et justement, ça revient. Donc, mais pour ceux qui faisaient que du théâtre, ça a été extrêmement compliqué. Je crois pas avoir des amis qui ont arrêté. Parce qu'on a cette chance en France d'avoir ce système de l'intermittence qui permet que quand on ne joue pas, il faut suffisamment travailler, mais de percevoir des indemnités chômage. Alors c'est pas énorme, hein, mais ça permet de tenir. Ça permet de tenir entre 2 spectacles. Mais il faut déjà pas mal travailler pour y avoir droit. Puis ça s'arrête assez court. Voilà, c'est maximum 1 an. Et si vous voulez toucher 1 an, ça veut dire que vous n'avez pas travaillé. Donc après, l'année d'après, vous êtes au RSA, quoi. Vous ne touchez plus rien. Voilà. Donc, mais c'est une passion. Donc la passion a un prix. Voilà. Et c'est une chance folle de pouvoir faire du doublage. Ça permet de faire des choix. Ça permet aussi de s'investir dans des projets de théâtre sans être payé pour des amis ou pour que d'autres puissent être payés, parce que limite, vous avez la chance de ne pas vraiment en avoir besoin, si vous travaillez bien à ce moment-là, pour payer votre loyer ou votre bouffe, quoi. Alors qu'il y a d'autres potes qui font pas de doublage, donc je dis non, t'as pas assez de sous, moi tu me payes pas, et tu vois, comme ça permet aussi de donner un salaire aux autres, quoi. Voilà, ça sert à ça aussi. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais en tout cas, merci pour la voix, c'est gentil. Et puis, tu as eu tes réponses, je ne te vois plus. Ça joue? Nickel, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Oui. Bonjour. Bonjour. Moi, je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a un rôle que vous rêveriez de faire un jour, une voix que
un personnage que vous vous dites, ah, lui, j'aurais bien voulu le doubler dans un film, une série, n'importe quoi. Ah, par exemple, des choses que, par exemple, que je vois, puis je dis, ah, ça m'aurait plu. Ouais, il y en a. Par exemple, moi, j'avais passé les essais sur Shelby dans Peaky Blinders. Et c'est un ami à moi qui a été pris, qui est formidable d'ailleurs, donc Rémi Bichet, super comédien de théâtre, voilà, qui joue beaucoup. Et c'est Rémi qui a été pris, mais il a une voix qui correspond plus à celle de l'original. Mais j'avais passé les essais, et c'est vrai que moi je suis dingue de cette série, pour moi c'est la meilleure, il n'y a pas au-dessus. Voilà, doublé, c'est vrai que, bon, doublé, what are you doing fucking dog? Bon, c'est compliqué en français. Mais et voilà, donc voilà, ça c'est un personnage dans une série que j'aurais vraiment adoré faire. Et on a passé des essais, c'est Rémi qui a été choisi, et il est formidable, et c'est pour lui, quoi. Et c'est pour lui, quoi. Évidemment, il y a des il y a des choses, parce qu'en même temps, c'est pas ah, j'aurais bien fait, mais quand on voit le parcours de certains acteurs américains, parce que c'est vrai, ce qu'on double le plus, c'est que ce sont quand même des films anglo-saxons. Mais par exemple, là, moi, je n'ai pas du tout envie de le faire à sa place, mais quand je vois mon ami Alexis Victor qui double Bradley Cooper dans A Star is Born, je l'ai regardé en français, c'est mon pote, je regarde en français, je fais oh, qu'est-ce qu'il a dû prendre son pied, qu'est-ce qu'il a dû s'amuser, parce que même si c'est dramatique, mais là, c'est vrai, il s'est éclaté, et il est formidable, et voilà, mais après, c'est des voyages intérieurs qu'on aimerait bien faire. On ne veut surtout pas remplacer quelqu'un. Non, du tout. Et moi, ce que j'aime beaucoup, moi, je regarde beaucoup de choses en français. Et évidemment, je les reconnais. Puis je dis, ah tiens, c'est Jérôme Powell, ça, c'est Jérémy Covillot, c'est machin, voilà. Ludovic Bogin, tout ça, Patrick Borg, voilà. Et puis à un moment, je les ai oubliés et arrive le mot fin. Et je les ai oubliés, j'ai pas reconnu, j'ai oublié leur voix, et je suis vraiment entré dans le film. Je dis, ah, vous m'avez bien eu. Et là, je les appelle, je leur dis, ah, c'était super. Voilà. Et puis, vous avez dit comme quoi ça vous arrivait de reconnaître vos collègues en fait dans les films, mais est-ce que ça vous arrive qu'on vous reconnaisse vous en fait dans la rue? Puis comment vous gérez si quelqu'un vous reconnaît? C'est-à-dire que comme il n'y a pas d'image, les gens, quand tu parles, tu es au restaurant, tu demandes l'addition. Alors c'est vrai que là, on a un micro. On va peut-être timbrer, ça veut dire parler un petit peu plus fort dans la vie de tous les jours, donc évidemment la voix change. Là je suis près du micro, j'ai pas besoin, je vous sors ma voix Swiss Club, salut, ça va. Voilà, mais dans la vie de tous les jours, la voix, comme on parle plus fort, la voix monte un peu plus. Donc on reconnaît pas forcément. Mais il y a... Je vous connais, vous avez déjà vu? Ah non. Non. Puis je dis pas des fois, ou alors si la personne est vraiment sympa, il dit peut-être entendu. Voilà. Par exemple, l'exemple le plus flagrant, c'est Patrick Poivet. Vous connaissez Patrick Poivet? C'est la voix française de Bruce Willis, que vous n'entendrez plus parce que malheureusement il est parti. Voilà. Mais c'est une voix tellement typée, qu'on a tellement dans l'oreille, et il ne se ressemble pas, quoi. Et quand on ferme les yeux... Bon, Patrick, c'est Bruce Willis qui demande l'addition, quoi. Tu fermes les yeux, tu fais, je suis avec Bruce Willis. Voilà. Et en plus, c'est mon ami, quoi. Je fais, oh, zut. Et les gens, c'est très étrange. C'est très étrange. Mais c'est souvent, on se dit, tiens, ça gratte un peu. On se dit, tiens, là, voilà. Mais après, c'est pas comme un comédien d'image où on se balade, on le voit tout de suite. Oui, mais il y a des fois, il y a des gens, vous auriez pas fait ça? Overwatch, Macri, je fais, c'est quoi Overwatch? C'est ce qui Macri? Vous l'avez doublé? Ah oui? Oui, une dernière volonté. Ah oui, d'accord, ok. Parce que moi, je joue pas, donc j'ai pas l'image. Ouais, donc ça, oui, des fois, ça arrive, quoi. Mais bon, c'est vachement sympa en même temps. Donc ça veut dire que le travail a plu, qu'on a bien fait notre taf, et voilà, donc ça, c'est bien. Et puis avant, tu nous as parlé un petit peu de qui tu étais, mais est-ce que ce serait possible que tu nous racontes un peu ton parcours? Parce que si quelqu'un dans la salle voulait tout d'un coup faire le même métier que toi, qu'est-ce qu'il devrait faire? Quel conseil tu aurais pour cette personne pour qu'il puisse suivre un peu tes traces? D'abord, moi, j'ai usé mes culottes sur les bancs de la fac. Voilà, je découvre le théâtre chez les Jésuites, je fais une préparation commerciale ratée, et je vais en droit, et puis tant que je gagne, je joue. Donc j'ai une maîtrise de droit. Et ensuite, je me dis, c'est pas possible, il faut que je fasse du théâtre, quoi.
Et là, je plaque tout et je pars à Paris pour suivre des cours, pour apprendre, en étant persuadé que je vivrais jusqu'à la fin de mes jours dans une chambre de bonne avec des toilettes sur le palier. Parce que si on a envie de devenir célèbre et de gagner beaucoup d'argent, faites une école de commerce, faites du trading, investissez dans les crypto-monnaies, vous aurez beaucoup plus de chances de devenir riche et célèbre qu'en étant comédien, déjà. Et puis on apprend... donc j'ai fait 2 ans chez Perret-Meny, j'ai entamé ma 3e année et j'ai donné la réplique à une amie qui présentait le concours de l'école du studio théâtre, qui est devenue l'ESCA maintenant, qui est devenue une école nationale comme le Conservatoire, la Rue Blanche ou le Conservatoire de Strasbourg. Et il manquait de garçons. Donc j'ai changé de cours et je suis allé là-bas et dans le courant de l'année, il y avait 2 ans de cours et après 2 ans de troupe. Et donc on fait une poétique sur les poètes surréalistes et là, dans la salle, il y avait un grand auteur qui traduisait des grands romans américains et qui aussi faisait des adaptations pour le doublage, qui s'appelle Jean-Pierre Carasso et qui était venu avec un ami à lui, directeur de plateau, qui s'appelle Jean-Marc Pantier. Parce qu'ils étaient amis avec notre prof de chant, enfin avec qui, voilà. Donc c'est pour ça qu'ils étaient venus voir le spectacle. Et moi, j'avais dit un poème de Henri Michaud qui s'appelle Contre. C'est un poème un peu énervé. Le gars est assez en colère, voilà. Et donc je le fais, et à la fin, ils me disent « Ah, est-ce que le doublage, ça t'intéresse ?» Je lui fais non, pas du tout. Je lui fais « Oui, mais j'en ai jamais fait. » Donc, il dit « Bah écoute, voilà, moi je vais diriger un film de Verhoeven. » Enfin, je l'ai su après, c'est Verhoeven, Showgirls, voilà. Et donc ça, en fait, c'est le théâtre qui me l'a amené, parce qu'il faut être comédien, il faut se méfier des marchands de sommeil hein, qui vont vous proposer des stages comme ça, et non, parce que vous n'y arriverez pas. On va vous prendre votre pognon et personne ne vous engagera. Parce qu'il faut être comédien. Il faut travailler son instrument intérieur sur une scène. Il faut se planter. Si vous devez être en colère très vite, ben, vous n'avez pas... Oui, mais pourquoi le personnage est en colère? Non. Il faut tout de suite savoir où est le tiroir de l'énergie, du sentiment, pour le mettre. Donc, tous les gens qui font du doublage sont des comédiens qui jouent au théâtre, qui tournent. Des musiciens aussi, des fois, ils ont plusieurs casquettes. Donc il faut vraiment être comédien. Et puis c'est aussi quelque chose de très spécial parce qu'à un moment, quand les mots défilent, ça va très très vite. Ça va très vite. Et il faut vraiment le jouer quand ça passe devant la barre, parce que ça correspond. Donc il y a plein de choses mais il faut vraiment être comédien, quoi. Et donc moi c'est le théâtre qui m'a amené au doublage comme beaucoup de camarades. Mon ami Laurence Breheret, qui double la méchante reine dans Game of Thrones. Vous l'expliquerez aussi, mais elle a fait une grande école nationale, elle a fait la Rue Blanche, elle joue beaucoup au théâtre, et puis à un moment, les gens viennent vous voir au théâtre, et on dit est-ce que ça vous intéresse? Non, pas du tout. Et puis voilà, puis ça commence, et moi j'ai fait beaucoup d'ambiance. Alors déjà, mon première séance de doublage avec Jean-Marc Pantier, dans le film Showgirls de Verhoeven, il y a un personnage un peu rock'n'rolleux qui arnaque les jeunes danseuses pleines d'espoir, et puis il leur pique les frics et tout ça. Donc moi j'ai été convoqué à 14h30, 18h45. Donc ils avaient un peu de retard. Un petit peu de retard. Et puis à un moment, il y a la deuxième scène, c'est à la fin où l'héroïne vraiment est devenue une tough woman, quoi. Et c'est le même mec, et il la reprend en stop, elle le reconnaît, il la reconnaît, il fait... Et là, elle lui fout un couteau à cran d'arrêt sous la gorge et tout ça, et le mec il est en panique, voiture, fenêtre ouverte, vent, musique à fond, couteau, et à un moment, je te promets, je vais t'emmener au Massachusetts. Je te promets, je vais t'emmener au Massachusetts. Je n'ai jamais réussi à redire mâche mes chaussettes. J'ai jamais pu. Et là, Jean-Marc est venu me voir, il m'a dit « Tu es tout à fait capable de le passer. On va terminer certainement à 2h du matin. Je dois rendre le film demain matin. Je vais être obligé de te remplacer. » Ça va être mon premier doublage. Voilà, puis après, il m'a rappelé. J'ai fait beaucoup d'ambiance. Les ambiances, c'est tous les petits rôles. Où là, on fait, par exemple, dans le film de Terrence Malick, La Ligne Rouge, tous les soldats qui vont... Machin, attention, on viette, machin, on se pète la voix, le petit cachet de 100 balles, ça part chez l'Otorino parce qu'on s'est cassé la voix. Puis après, ça marche, puis à un moment, vous avez la chance, parce qu'on sent chez vous qu'il y a quelque chose, de vous proposer un rôle plus important. Puis à un moment, vous tombez sur le premier gros truc, quoi. Et puis ça se passe bien, puis après, le nom circule, parce que tous les directeurs de plateau se connaissent, et disent « Ah tiens, oui, je l'ai entendu, il est vachement bien, attends, je te l'envoie. » On n'assistait pas avant. Personne n'assistait dans les couloirs. Maintenant, tout le monde veut assister parce que ça devient de plus en plus dur.
Donc c'est aussi une autre façon de faire son métier, de gagner sa vie, quoi. Mais, donc moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, voilà. Merci. Est-ce que quelqu'un a encore une question? Je voulais savoir si ça vous était déjà arrivé pendant un enregistrement que d'un coup vous y mettiez, genre par exemple plus de colère ou plus de tristesse, ou que le sentiment qui était prévu soit beaucoup plus fort, ou même que vous fassiez quelque chose de complètement différent, mais que ça soit vraiment sur le moment et que ça marche au final. Ça va jamais. Parce qu'on a un code, le code de jeu, c'est l'acteur qui est à l'image et qui impose quelque chose. Moi, quand j'ai doublé, c'est dans le deuxième Transporteur, je crois, Jason Statham, et le réalisateur me dit, tiens, mais est-ce qu'on pourrait, au doublage, améliorer, ou faire quelque chose de différent, parce que finalement, quand j'ai revu le film, tout ça, Jason, il n'a pas ce que j'ai voulu. J'ai fait, mais c'est pas possible. Parce qu'il y a l'œil du personnage, de l'acteur, donc si jamais il est en colère très très froide, par exemple, j'adore les voitures, voilà. Toi, 3 règles, qu'est-ce qu'on fait? On dit bonjour, on accroche sa ceinture. Voilà, bonjour Franck, bon, toi, mais si je peux pas le faire en colère, on peut pas être en dehors de ce qui est proposé. En fait, on a un cadre très rigide qui est imposé par ça, qui est imposé par, il faut que ce soit synchrone. Pas sûr, tu peux partir. Mais tout d'un coup, ça va faire comme dans Les Inconnus, à l'hôpital Velpo, puis tu vois, soit tu as terminé, tu vois le personnage qui continue à parler, ou alors toi, tu es trop long, il a arrêté de parler, puis la voix... Non, on est obligé de rentrer dans quelque chose et d'être juste. Alors, il y a des fois, ça arrive rarement, mais c'est vrai que les anglo-saxons, ils ont cette faculté. Je me souviens d'un film avec Ben Affleck que j'ai doublé, il y avait Al Pacino. Et à un moment, il a un visage de cire, il articule presque pas, et il hurle. Parce que l'anglais le permet. Donc c'est sûr que José Lucioni, qui double Al Pacino, s'il le faisait au niveau sonore en français, ça débordait l'image. Parce qu'en français, tout d'un coup, c'était un peu plus articulé. Donc il l'a fait avec la même colère dans la voix, mais beaucoup moins fort, parce que sinon, on dit ça déborde l'image. Ou alors, des fois, tu peux être en dessous. Donc, on la refait toujours. Par exemple, s'il y a un personnage qui court, qui est essoufflé et tout ça, tu vas pas te mettre à faire un 100 mètres. Donc, tu dois être essoufflé tout de suite. Donc, on dit à un directeur de plateau, te dit des fois, ou l'ingé son, ça manque un peu de mouvement. Donc, évidemment, derrière une barre de rythme, on bouge. On n'est pas comme ça. Moi, je bouge à mort derrière une barre. Je ne peux pas faire autrement. Sinon, ça sort pas. Parce que c'est sûr que si on donne un coup de poing, ça va être... Si on ne serre pas les abdos, vous, quand vous allez écouter le film, vous n'allez pas y croire. On dit, t'as vu, il n'est pas dedans. Hein. Quand vous dites, quand une voix française, on ne rentre pas dedans, c'est généralement quelque chose qui ne va pas. Soit un problème de texte, soit c'est des fois des reports, parce que quand on enregistre et que c'est sur les chaînes, il y a des fois un décalage de une image. Mais une image, c'est un 24e de seconde. Mais des fois, ça change tout. 2, ou des fois, on compresse pour gagner du temps, pour passer des pubs. Aussi, ça arrive. Puis il y a des fois des reports, parce que ce n'est pas les mêmes supports, les trucs informatiques. Donc des fois, ça peut décaler. J'ai des fois des trucs, on se dit avec les copains, mais c'est... non, on était synchrone quand on l'a fait, on était dedans. On est dedans, c'est-à-dire qu'on est dans l'image, quoi. Et quand on le regardait à la télé, on n'est plus dedans. Parce que des fois, ça peut décaler, mais ça, c'est des contraintes techniques. Mais nous, ça ne nous appartient pas. C'est après, les différents... Moi, j'y connais rien. Je sais même plus faire un groupe pour envoyer un mail. J'ai pas d'ordinateur. Donc, je suis très 20e siècle. Moi, j'ai un agenda papier. Voilà. Donc, oui, là, des fois... mais si on est en dessous, généralement, on nous demande de refaire. Et des fois, on n'y arrive pas. Parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Ça peut être juste un petit mot. Un petit mot dans une phrase, qu'on appelle une petite cheville, un hockey qui n'est pas bien placé, mais un petit détail qui fait que ça ne rentre pas dedans. Et on se dit, mais des fois, on ne sait pas ce qui ne va pas, mais on sent que ça gratte. Enfin, moi, c'est comme ça que je dis, je peux la faire, ça me gratte. C'est pas évident. Il y a un truc qui est...
c'est pas évident, c'est pas fluide, tu vois. Donc, et puis des fois, on l'a refait, mais même au bout de 27 ans, on l'a refait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois. Ça arrive de refaire des fois, mais sur des petites phrases, quoi. Et ce qui est très dur à doubler, c'est quand il se passe rien. C'est des scènes de la vie de tous les jours. Passe-moi le sel, où est-ce que tu as été danser samedi? Je suis allé avec des copines, des copains. Il se passe rien. Quand il y a une scène de colère, de pleurs, tout d'un coup, là, on met le turbo. Donc tout d'un coup, il y a le sentiment. Si on a le sentiment juste, on est synchrone. On est synchrone. C'est ça qui est fou. Si on est en dessous, on n'est pas synchrone. Ça marche pas. Si le texte, évidemment, est bien écrit, si l'auteur a eu le temps de bien... parce qu'il faut du temps pour bien écrire, et puis des fois, ça va vite. Des fois, il y a des films qui arrivent, et puis il faut les rendre 2 semaines après. 2 semaines après, écrire un film, faire une distribution, puis des fois, on n'a pas le choix, quoi. Donc voilà, mais faire quelque chose que ne fait pas l'acteur, non. On est au service d'eux. Si jamais on a envie de faire quelque chose de différent, on joue au théâtre ou on essaie de passer des castings et de tourner pour créer quelque chose soi. Alors, on crée quelque chose, mais en fait, on utilise son instrument pour se mettre au service de la création d'un autre. Voilà, donc en fait, c'est un métier d'ombre, et c'est très bien que ce soit un métier d'ombre. Par exemple, il s'appelle Chicken Run. Chicken Run, bon, c'est cet immense comédien Gérard Depardieu qui le double. Et bien, quand on va le voir, il a une telle présence vocale, il envahit tout. Monsieur Depardieu, il arrive, il prend tout, quoi. Il prend tout. Donc tout d'un coup, il bouffe le personnage du coq. Sa voix est tellement reconnaissable, ses intonations sont tellement... que tout d'un coup, quand on regarde le film, tout d'un coup, on a un mix un peu fondu entre Gérard Depardieu comme The Thing, tu vois, le visage, tu vois le visage un petit peu fondu du coq et celui de Gérard Depardieu qui se mixe comme ça. Donc, et tout d'un coup, c'est difficile de rentrer dedans parce que c'est tellement énorme cet acteur. Voilà, donc en fait, il faut s'oublier derrière. Et quand on dit je t'ai pas reconnu. Ça, c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est qui fait ce métier, c'est je t'ai pas reconnu. Tu fais yes, là c'est bien. J'ai fait mon truc. Voilà. Alors voilà, il reste plus que 15... Oui, je me suis caché. Excuse-moi. Il reste déjà plus que 15 minutes. Alors il y a encore une question ici, puis après je pense qu'on aura encore le temps pour une dernière question. Oui, on peut dépasser un peu, je sais pas quel est le programme. Ça enchaîne avec quelque chose derrière ici ou pas, là, John? On peut déborder un peu, c'est pas... Alors ça, je sais pas. Qui on peut me dire si on viendra se faire gronder, sinon de dire là on fera. C'est toi qui es sur scène, hein, c'est toi qui le fais engueuler. Je me ferai engueuler. Voilà. Pas de souci. Donc voilà, à toi. Alors, déjà, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, parce qu'en tant que comédien, vous avez un panel de voix, donc entre le chapeauté à Jason Statham, voilà. Du coup, quand vous passez un casting, est-ce que vous venez avec un panel de voix et vous testez des voix? Non. Ou vous préparez? C'est-à-dire qu'on sait rarement ce qu'on va... Quand on passe un essai pour un film, on ne sait pas généralement ce qu'on va faire. On nous dit, tu vas doubler, tu passes l'essai pour lui. D'accord, ok. Donc généralement c'est une séquence, voilà. Donc le directeur ou la directrice de plateau qui est au courant, qui a vu le film généralement, qui sait, dit là, tu vois le personnage, c'est ça. Et puis après on y voit, on y va, mais on essaie toujours de se rapprocher le plus près possible toujours pareil de ce que fait le comédien original. Donc il faut avoir un peu de feuille. Par exemple, Robert Carlyle dans Monsieur Gold, je n'ai pas beaucoup à me forcer, je descends. Bonjour, je suis Monsieur Gold. Par contre, quand il fait sa composition de Rumpelstiltskin, en fait, son rire, je dis, mais comment il marche son rire? Oui, je l'écoute, puis après, comment je peux le faire sortir avec mon corps? Parce que c'est une sorte d'abdos, de respiration, de corde vocale. Puis moi, je l'ai trouvé en faisant le geste. La magie a un prix. Enfin, si je fais pas cette tête-là et tout, la voix sort pas. Moi, c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai besoin de passer, ça passe par le corps. Et puis quand c'est... Jason Statham, j'ai pas passé d'essai, mais ma voix était plus légère, c'était dans Snatch. Moi, je suis arrivé, et il est toujours un petit peu comme ça, avec l'œil un petit peu fermé, comme ça. Donc j'ai dit, Tommy, tu vas aller m'acheter une caravane. Mais pourquoi Turkish? T'es parti en vacances en caravane, donc tu t'y connais en caravane. Voilà. Mais je suis obligé de prendre la position physique de
de l'acteur, enfin ou de l'acteur ou du personnage de dessin animé. King Julian dans Madagascar. Ici, je fais pas les yeux, ça sort pas. Bonjour, les pieds. Tu vois, je suis obligé, ça sort pas. Moi, vraiment, ça passe par le. Enfin, je crois qu'on est beaucoup comme ça passe par le corps. On ne voit pas notre corps, mais c'est par là que ça résonne, que ça sort. Mais j'ai toujours, en étant gamin, je me suis toujours inventé beaucoup d'histoires en faisant des voix différentes. Donc, voilà, c'est peut-être. Voilà. Mais on vient pas avec une idée préconçue de voix, quoi. On dit il est un peu léger comme ça, il parle, ou alors il est très très bas. Donc c'est comme un instrument, on l'accorde pour jouer une partition et on joue. Si c'est du rock, on va jouer du rock. Si c'est du jazz, on joue du jazz. Tu vois, donc c'est voilà. Sauf que quand on arrive, on sait pas ce qu'on va jouer. Voilà. Rebonjour. Rebonjour. Oui, encore moi. Vous avez fait des voix de personnages réels, genre Jason Statham, oui. De publicité, oui. de dessins animés, de potés. Qu'est-ce qui vous éclate le plus? C'est vraiment les personnages loufoques comme Julian, ou bien des choses plus techniques? C'est très technique, King Julian, parce que moi je ressors, je suis épuisé, j'ai l'impression que j'ai fait une séance d'abdos. Après, en fait, j'ai pas vraiment de réponse, quoi. C'est vrai que le dessin animé, ça permet d'aller dans des choses assez dingues. C'est sûr que dans un film d'Olivier Marchal, Rumpelstiltskin, ça va pas le faire. Tu vois, un film de polar comme ça, mais après, en fait, c'est la forme qui change. Mais l'intérieur, c'est comme une voiture de course, si tant est qu'on puisse se comparer à une voiture de course, une Aston Martin, ou je préfère les Aston Martin que les Ferrari, mais tu ne vas pas rouler à 180, à 300 km/h tout le temps. Avec une Aston Martin, tu peux rouler à 20. Là, dans la rue piétonne, là, tu roules à 20, même si tu as une Aston Martin. Mais elle est là, la Aston Martin. Tu vois, donc c'est pareil. En fait, c'est l'énergie. On se met vraiment au service de ce qui nous est proposé quand on est choisi, quand on est pris. Donc, c'est vrai que le dessin animé, c'est des trucs de fou. Alors après, il y a la création de dessins animés. C'est-à-dire que là, c'est un film d'un animé français, par exemple, La fameuse invasion des ours en Sicile, tiré d'un roman pour enfants de Dino Buzzati, italien. Et là, il y avait que les planches ou le storyboard. Et justement, d'avoir doublé Rumpelstiltskin, ça m'a aidé. Parce que c'est le professeur Déambrosis, ce grand ami des ours. Et c'est une espèce de grand échalas, comme ça, tout maigre, avec un chapeau, une petite barbe, il est magicien. Et on a vu le personnage dans certaines positions physiques. Et donc, pour passer l'essai, il y avait le réalisateur et les deux scénaristes. On passe un peu pour un con, hein, quand même. Hein, mais je me mettais dans les positions du personnage, en faisant l'impression d'être ridicule. Si on a peur d'être ridicule, on n'est pas comédien. Je pense qu'on devient bon comédien quand on n'a absolument plus peur d'être ridicule. Et qu'on prend son pied à être ridicule dans le bon sens du terme. Donc c'est passé par le corps, et le corps a fait trouver la voix. Par exemple, dans un dessin animé pour enfants qui s'appelle Grabouillon. Grabouillon, c'est un chien un petit peu bête avec deux enfants. Et puis il y a un crapaud qui s'appelle Kivala. C'est un peu le sphinx, il pose des énigmes, mais si tu réponds pas aux énigmes, tu peux pas aller sur l'île. Voilà. Et je vois le personnage, c'était pas animé. Et donc c'est un crapaud. Le crapaud, Grabouillon. Puis je dis un crapaud, ça fait des bonds. Donc même quand il était comme ça, je fais Grabouillon, tu vas répondre à ma question. Et j'ai pris physiquement je dis tiens, il a un menton un peu mou qui descend. Voilà, alors là tu crées une voix. Ah ça c'est super. C'est super. Mais moi derrière, quand je fais mon métier, c'est une passion, je dis jouer, donc que ce soit une pub ou je m'éclate, quoi. C'est top. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a encore une autre question dans la salle? Je ne serais pas étonné qu'on ferme. Petite question, un truc, non? Alors, est-ce que... John, t'as peut-être une question? Oui, justement. Est-ce que c'est difficile d'organiser sa vie, en fait? Parce qu'au début, je pense qu'on est... Tu me dis si je me trompe pas. Mais on est comédien, on est
pas très reconnu, on est rarement appelé à plein d'endroits. Et tout d'un coup, on commence à recevoir des appels, on commence à trouver du travail, on nous propose beaucoup de choses. Puis en amont, il y a des conventions comme ici qui commencent à débarquer. C'est facile de s'organiser autour. Est-ce que du coup, il y a une liberté? Comment tu gères un peu tout ça? Déjà, quand on a la chance de beaucoup travailler, des fois ça arrive, puis des fois il y a des moments de baisse, puis à un moment, c'est un peu la loi de Murphy, c'est la loi de l'emmerdement maximum. C'est-à-dire la tartine qui tombe toujours du côté beurré, vous changez de fil parce que l'avance, celle-là elle va avancer la file, et puis bon, finalement elle se bloque, c'est l'autre qui avance. Donc à un moment, des fois on n'a rien, ou pas grand-chose, puis tout d'un coup vous êtes pris sur une série, un rôle un peu important, puis il y a un comédien que vous doublez. Merde, c'est sur la même semaine. Alors là, on appelle les directeurs de plateau, on essaie de faire un Rubik's Cube pour que ça rentre. Et puis il y a des fois, ça rentre pas et on refuse. On refuse. Et alors évidemment, quand on joue au théâtre, là, c'est encore plus compliqué parce qu'on répète la journée. Alors si jamais on n'est pas toutes les répétitions, on essaie de mettre ça dans les cases. Puis des fois, il y a plein de copains, aussi un très beau projet théâtral, on dit, écoute, là, pendant 3 semaines, je suis pas là. Je suis pas là, donc on va enregistrer le dimanche, on enregistre le soir. Enfin, et des fois, c'est extrêmement compliqué. Okay, c'est très très compliqué. Avant, on t'a posé la question pour savoir s'il y avait un rôle que tu aurais voulu jouer et que tu n'as pas pu jouer. Et là, tu viens de dire comme quoi il y a des choses que tu as dû refuser. Est-ce qu'il y a un rôle que tu as refusé puis qu'au final, tu t'es dit, mince, j'aurais vraiment aimé jouer ce rôle, ou que tu as presque été déçu de ne pas avoir pu le jouer? J'ai dû dire non à 2 fois 20 jours de tournage parce que j'avais 4 dates de théâtre et je ne pouvais pas me faire remplacer. Mais tout n'est pas à vendre. Voilà. Donc tu donnes ta parole, tu t'engages. En plus, c'est un ami. Je dis, et là, tu as le train qui passe et tu le vois passer et tu ne montes pas dedans. Mais bon, tu as une parole d'honneur. Enfin, moi, je suis comme ça. Je dis, je fais. Sinon, je ne dis pas. Je plante pas les gens. Enfin, je sais pas faire ça. J'y arrive pas. C'est bien. Ouais, c'est pas mal, quoi. Il nous reste encore 5 minutes. Donc, si quelqu'un a des questions, il faut vraiment pas qu'il hésite. J'arrive. Là, vous arrivez pour le café, là. Donc, la personne qui coordonne les comédiens de doublage, c'est donc directeur de plateau, c'est ça? Les comédiens qui font du doublage, je précise. Oui, donc, les comédiens de doublage, même si on sait maintenant, pour certains, on fait quand même beaucoup ça. Mais non, c'est juste une petite précision, c'est pas du tout pour comédiens. Non, parce que on tourne, on joue au théâtre. Il y en a qui font des concerts de musique, tout ça. Le doublage est une façon de pratiquer son métier, quoi. Voilà. Et donc, pardon, du coup, je vous ai pas offensé. La personne qui coordonne les comédiens qui font du doublage, c'est le directeur de plateau aussi. C'est le directeur de plateau. Et donc, est-ce que ça, ce serait un projet qui vous tenterait, ou pour l'instant d'être derrière Je suis complètement immature. Je suis d'une immaturité crasse. Je n'arrive déjà pas à faire mes comptes, même si je ne suis jamais à découvert parce que je sais toujours, grosso merdo, ce que je dépense. Moi, quand je fais mes comptes, c'est ticket de carte bleue, je fais un barbecue. Voilà, j'ai fait mes comptes. Voilà. Mais je ne sais pas faire ça. Donc, pour être directeur de plateau, il faut 3 grandes qualités. D'abord, il faut être un super comédien et connaître exactement ce qui se passe quand on est derrière un micro. Savoir ce que c'est qu'un auteur. Il faut savoir ce que c'est qu'un mixage, tout ça. Donc, voilà. Donc, ça, faut avoir une feuille de dingue. Parce que c'est moi une distribution, ma femme commence à diriger. Alors évidemment, maintenant, il y a des sites et tout ça, mais avant, il n'y avait pas de site. Donc tous les directeurs de plateau, ils avaient une mémoire auditive et des visages. C'est vraiment, ils avaient un disque dur avec. Parce que moi, je trouve qu'une distribution, on entend un acteur étranger, on entend sa voix, puis une énergie, une sensibilité, puis on fait. C'est un peu comme quand on goûte un vin. Un vin, on peut beaucoup aimer le vin, mais tout ça, mais le sommelier, l'œnologue, il va dire, tiens, c'est un goût de violette. Ah ben c'est ça, je le savais. Mais le parfum de violette ne vous vient pas tout de suite. Donc là, il faut avoir dans l'oreille, toute la sensibilité des gens pour faire une distribution juste. Après, il faut que ça rentre dans les cases. Est-ce que le comédien ou cette comédienne est formidable, mais là, il y a les boucles, ce qu'on appelle les boucles, les séquences. Ça parle beaucoup, ça peut estimer le temps qu'il va falloir pour enregistrer. Puis après, diriger. Et quand on dirige, c'est des horaires de bureau. Hein. C'est 9h30, 13h30, 14h30, 18h30, voire 19h30, 20h maintenant, parce que des fois,
que ça rentre dans les cases. Mais quand on est comédien, qu'on enregistre à plusieurs, des fois vous n'êtes pas dans une boucle, on est dans le canapé, comme ça, ou alors on regarde un peu son téléphone, ou alors on peut faire... On se met en petite somnolence, bercé par la voix des copains et tout. Mais le directeur de plateau, lui, comme l'ingé son, il est là tout le temps. 4 heures de concentration, il est là tout le temps. On sort, on est épuisé. Et puis, il faut être organisé pour faire les plans de travail. Les plans de travail, moi, c'est un truc, moi, c'est une phobie. En plus, j'ai pas d'ordinateur et maintenant, c'est sur ordinateur qu'on le fait. Donc pour l'instant, non, pas encore. En revanche, si quelqu'un un ami était dit « Ah, écoute, là, j'ai une journée de tournage, je ne peux pas diriger », il m'appelle, oui, je peux diriger des comédiens, mais tout cet énorme travail de distribution, d'organisation, faire passer des essais et tout ça, c'est extrêmement dur, extrêmement compliqué, ça prend un temps fou. Un temps fou. Faire une distribution, alors quand vous avez 2 personnages, un huis clos, c'est facile. Quand vous avez Game of Thrones à vous cogner et qu'en plus le client HBO vous dit « Écoutez, on aimerait que vous évitiez de prendre un même acteur 2 fois. » Vous avez vu le nombre de... Il y a 80 rôles par session. Il y a un moment, le gars, il a plus d'idées, quoi. Il s'appelle Laurent Datas, il a fait un boulot de fou furieux. Laurent, ça vous en parlera mieux que moi, mais 80 rôles. 80 rôles. Et interdiction de, quasiment, autant faire se peut, de prendre quelqu'un qui est déjà venu, mais même faire 3 boucles. 3 boucles. Même si c'est le premier épisode de la première saison, qu'on est à la saison 6. Parce qu'il regarde le listing. Ah mais non, mais il était déjà là. Oui, mais c'était il y a 5 ans. Oui, moi, si jamais quelqu'un se connaît toutes les séries d'un coup, il va peut-être le reconnaître, tu vois. Donc. Et là, on s'arrache les cheveux. C'est un boulot de dingue. C'est un boulot de dingue. Directeur de plateau, ou directrice de plateau, c'est un truc de fou. Moi, diriger des acteurs, oui, ça me plairait, mais tout ça, non, je suis immature. Voilà, je suis trop bordélique, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on arrive gentiment au terme parce que il a fait justement le petit signe. Une dernière volonté. Est-ce que toi tu veux conclure avec quelques mots rapidement? Ouais, je suis super content d'être là. Voilà. C'est tout. Si jamais toi tu es en dédicace aussi? Oui, à 15h. À 15h. À 15h, puis demain matin, je sais pas, à 11h, je crois, ou... Oui, je sais pas midi, 11h à midi, je sais plus. Voilà. Donc si jamais vous voulez lui reposer des questions, n'hésitez pas à aller le voir en dédicace dans la journée. Voilà, en haut, là où c'est tout noir, où il y a les stores là, vénitiens, on nous a mis dans un petit coin tout noir, comme quand on double, on est dans le noir. Voilà, c'est bien. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Et merci beaucoup à John qui a fait ça magnifiquement. Merci. Qui est comédien aussi et qui est suisse. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée.